Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Villemandeur, dans la zone d'activité Mandoria, l'agglomération de Montargis, et je vais rencontrer Luc Bellière, gérant du groupe Annabelle Group, qui va nous parler de ce modèle économique qui est le FC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et la façon dont il s'en est inspiré pour changer les choses dans son entreprise. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour Luc. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir ici à Villemandeur. Alors avant de commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous parles de toi, que tu te présentes, tu nous parles un petit peu de qui est Luc Bellière. J'ai tendance à dire que j'ai plusieurs natures et je suis quelqu'un qui vit entre les mondes, et ce qui fait que j'arrive bien à connecter différents univers. J'ai d'abord eu une volonté, une fibre artistique très forte. J'ai une formation scientifique, parce que j'ai fait un doctorat de sciences. Et j'ai un engagement humaniste depuis toujours très important. Je suis militant d'associations de droits de l'homme. Et au final, je me retrouve un peu par hasard à la tête d'une entreprise en 2000, dont je reprends la direction générale et auquel j'ai été associé pour finalement entièrement la racheter. Et donc aujourd'hui, tu es dirigeant du groupe Annabelle, et quelles sont les activités de ce groupe ? Alors d'abord, Annabelle Group est un peu comme une communauté de moyens, de mise en commun de moyens et de compétences. Annabelle Group gère aujourd'hui un espace de coworking et d'incubation et organise et anime une communauté de 3 entreprises dont elle est actionnaire. Une qui fait de la maintenance pour l'efficacité énergétique, donc l'entretien des systèmes de création et d'échange de chaleur. Une qui est un des leaders mondiaux de la mesure de viscosité en process. Et puis une troisième qui fait de la vente et distribution de matériel de mesure et d'analyse sur les liquides. Donc là, c'est entre autres le distributeur des viscosimètres, mais aussi de certains produits qui sont fabriqués à l'étranger, importés et distribués en France. Ce que j'aimerais avoir de ta part, c'est ton regard sur notre modèle de société, notre modèle économique global, finalement, dans lequel on est depuis une centaine d'années. Qu'est-ce que tu en penses Alors moi, je suis fils d'ouvrier, d'ouvriers qui ont connu la guerre. À la maison, on a toujours été extrêmement économe. On récupérait l'eau de la machine à laver pour tirer à la chasse. Enfin, voilà le genre d'exemple, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Donc dans ma programmation, le côté réutilisation, moi j'ai porté les vêtements de mon frère, de mes cousins, acheter des vêtements neufs. Je crois que le premier manteau neuf que j'ai eu, c'est à l'âge de 8-10 ans, je crois. Enfin, je me rappelle encore, c'était vraiment un événement. Donc j'ai été vraiment élevé, programmé, sans frustration par rapport à ça. Et du coup, je n'ai jamais trop compris l'emballement qu'il y a eu sur le jetable, sur le renouvelable. Les gens qui achètent un vêtement pour le porter une fois, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Cependant, je me suis retrouvé dans un système, j'étais professeur dans le groupe ICAM, et donc j'ai développé, j'étais au départ pour les sciences, mais j'ai développé tout un pan d'organisation de production, et j'étais bien dans le système, produire plus de quantité, comment est-ce que... ce qu'est le Toyota Production System, ce qu'a donné le Lean aujourd'hui. Donc j'arrivais à la fois à dissocier ce que je faisais de mes valeurs finalement, parce que j'avais une forte conscience écologique et puis de ce qui m'avait fait. Et puis l'arrivée au CJD, le développement de la performance globale au début des années 2000. Je suis très fier d'avoir été dans les premiers à l'avoir expérimenté. Et notamment le colloque en 2004 avec Hubert Reeves, Albert Jacquard, qui était organisé pour le lancement de la performance globale au niveau national. Et là, j'ai vraiment pris conscience que notre modèle économique est dans le mur, de la finitude terrestre. Je crois que j'en avais le sentiment, mais j'en avais pas pris conscience. Et ça a vraiment déclenché l'envie de militer pour un changement de modèle. Et ce que j'ai fait depuis. Alors justement, les limites dont tu parles, est-ce que tu peux aussi nous parler de ces limites finalement, toi en tant que chef d'entreprise, ce que tu as vécu, comment tu as vécu ces limites du modèle global
au niveau de ta propre expérience. Et je dirais ensuite, qu'est-ce que tu en as fait? Oui, bah déjà, quand on a une activité industrielle et qu'elle tourne, enfin, multi-activité, hein, donc aujourd'hui c'est un groupe de plusieurs entreprises, mais quand je suis arrivé à la tête, c'était une seule entreprise avec multi-activité. La première question, c'était de se dire, déjà, est-ce que à l'avenir, le marché sur lequel on est seront pérennes? Donc, je sais qu'on a pas mal de nos applications qui sont dans la pétrochimie. Et de se dire, est-ce que la pétrochimie, c'est un modèle pérenne? Est-ce qu'on va continuer à travailler sur la consommation d'énergie fossile? Qu'est-ce qui justifie le fait que nous, on travaille là-dessus? Bon, nous, on arrive très, très sereinement à jouer là-dessus. D'abord, on développe d'autres marchés que la pétrochimie. Deux, je pense que notre intervention est utile et nécessaire en pétrochimie parce qu'en fait, la mesure en ligne permet de réduire les gaspillages. Donc, pour avoir un résultat donné, en contrôlant précisément l'état de la matière à un moment donné, on évite de faire des mauvaises productions ça nous permet d'ajuster notre niveau de consommation à ce qui est vraiment nécessaire. Mmh. Donc, on s'est interrogé, mais la réponse sur nos activités, sur l'orientation de la façon dont on va définir notre stratégie, est très orientée par rapport à ces questionnements-là. Et je pense qu'on fait bien. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'on a des développements sur des secteurs d'activité qui sont de toute façon, pérennes et durables. On est beaucoup sur toutes les applications sanitaires, que ce soit agroalimentaire, cosmétiques ou pharmaceutiques, biotechnologie. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui ont de l'avenir. Mais rester sur nos marchés initiaux, c'est aussi réduire les consommations, réduire l'impact de nos clients. C'est y participer. Alors justement, ensuite, concrètement, pour le groupe, moi, ce que je retiens de nos conversations, c'est que tu as pu me parler de gouvernance, tu as pu me parler aussi, finalement, d'usage. Est-ce que tu peux nous parler des liens, finalement, entre le questionnement sur la raison d'être et tout ce que tu as pu, finalement, expérimenter, toi? Moi, prendre conscience de la finitude terrestre, ça a interrogé à la fois la façon dont on apporte le service à nos clients, donc tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi la façon dont on agit en interne. Donc déjà, on a une politique d'achat au plus proche. Donc nos fournisseurs, c'est les usineurs de Villemandeur. L'entreprise qui produit nos cartes électroniques, elle est de l'autre côté de la rue. On va pas aller chercher forcément le moins cher à l'autre bout du monde. On va travailler avec les gens les plus proches. Réduction de la chaîne logistique et puis le développement d'un tissu industriel local, participation à cette existence, parce qu'une entreprise ne peut être en bonne santé que quand elle est dans un environnement qui est en bonne santé. Ne serait-ce que l'attractivité des emplois. Enfin. Et puis en interne, réduction de notre impact en interne. Donc on a commencé déjà par mettre des indicateurs très très simples au début. Notre consommation d'eau, ce que ça nous coûte en eau, ce que ça nous coûte en carburant, ce que ça nous coûte en énergie électrique, etc. Et puis on met les indicateurs et puis on voit. Et puis on voit au fil des années, par des petites actions très peu coûteuses finalement, et un peu de discipline et un peu de sensibilisation, que en 15 ans, on a réduit notre consommation électrique de 30%, notre consommation d'eau de 50%. Enfin, on arrive à des résultats avec des investissements vraiment légers, simplement en expliquant et puis en trouvant des astuces à certains moments, bien sûr. Et puis on travaille sur l'éco-conception, la durabilité de nos produits. Les produits que nous fabriquons ou ceux que nous représentons sont des produits réparables, durables. On a des capteurs industriels, nos viscosimètres, dans certains cas, fonctionnent en continu 7 jours sur 7 depuis plus de 30 ans. Donc on voit la robustesse du système, et ça, on ne veut pas le changer. C'est vraiment là-dessus. Donc tout ce qu'on conçoit, tout ce qu'on fabrique, c'est des choses en matériaux recyclables. On est resté sur de l'inox plutôt que de partir sur du plastique parce que c'est recyclable, parce que même quand le capteur est abîmé, on peut récupérer des pièces. Enfin voilà, c'est toute cette logique-là qu'on a en interne. Cependant,
toutes ces années, les 10 premières années, un petit peu, ça a été vraiment une action top-down. C'est-à-dire j'étais vraiment convaincu et je tirais le chariot. Et je voyais bien que j'arrivais à une limite de conversion. C'est-à-dire que je pouvais décider des choses, on y allait, mais quelque part, ça se limitait au périmètre sur lequel j'agissais. Et par exemple, on ne touchait pas, on n'arrivait pas à enclencher cette conversion, notamment par rapport à nos clients. Et là où je t'expliquais tout à l'heure qu'on travaillait dans les systèmes énergétiques, la question c'est comment est-ce que nos clients, qui sont les exploitants des centrales de chauffage urbain ou les exploitants des centres d'utilité des industriels, donc ce sont des grands groupes qui sont déjà très implantés et qui ont déjà une réflexion, mais sur le terrain, on voyait que cette notion de performance énergétique, celle qu'on essayait de développer, ça passait pas. Et en même temps, nos équipes continuaient de dire que, en gros, ils intervenaient pour déboucher des tuyaux, ou ils faisaient du nettoyage industriel, ou entre le discours, ce que j'essayais de construire, et la façon dont je parlais, on va dire, au management, et puis ce qui se passait sur le terrain, il y avait vraiment une variation. Et puis, quand on réfléchit et qu'on veut envisager une gouvernance pérenne des entreprises, on essaye de voir l'impact sur les parties prenantes. Donc c'est la performance globale qui venait enseigner. Et donc je me suis rendu compte, on a fait une cartographie et on a identifié les parties prenantes les plus impactantes. Et en fait, on les a associées. Donc dans une structure, on a associé des fournisseurs, dans une autre, on a associé des clients. Mais dans la plupart des entreprises, on a associé la partie prenante la plus impactante, qui est l'équipe, les personnes qui la constituent. Et donc elles sont, sur 2 des structures, elles sont même majoritaires. C'est elles qui ont le pouvoir dans l'entreprise. Donc, donc elles participent aussi à la stratégie. Alors, leur demander de travailler sur la stratégie, sachant que, notamment, on va prendre Sopra Steria Maintenance, qui est sur la maintenance pour l'efficacité énergétique, sont des gens qui arrivent sans formation, sans éducation, ou alors qui sont en reconversion. Parmi les derniers embauchés, on a embauché un pâtissier. Voilà. Mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, mais qui n'ont pas un bagage d'éducation très élevé. Et donc, pour qu'on les fasse participer à la gouvernance et à la définition de la stratégie, eh bien, il fallait aller un petit peu plus loin que simplement dire alors, qu'est-ce que vous pensez que les clients vont vouloir. Et donc, on a retravaillé sur chacune de nos activités en se disant à quoi elles servent. Donc, chaque prestation qu'on peut faire, que ce soit un détartrage d'échangeurs, un ramonage de chaudière, chaque activité, on s'est dit, qu'est-ce que notre client, notre interlocuteur sur le terrain souhaite? Qu'est-ce que l'employeur de notre interlocuteur souhaite? Qu'est-ce que le client de l'employeur souhaite? Puisqu'en fait, souvent, ce sont des collectivités. Et en quoi est-ce que ça sert au monde et à la société? Et donc, ils ont eu une vision et un panel de à quoi ils servent et en quoi est-ce que leur prestation, elle est bénéfique, non seulement pour leur interlocuteur, parce que lui, il veut forcément que le job soit fait, il veut une installation propre, parce qu'on lui a demandé ça. Le client, qui veut une installation en bon état, et consommer le moins possible d'énergie parce que c'est de l'argent. Le client du client, parce que en fait, la collectivité elle veut que l'installation dure le plus longtemps possible, parce que souvent ce sont des sociétés qui sont en fermage, donc l'installation appartient à la collectivité. Donc si elle n'est pas entretenue et qu'elle se dégrade, elle a à réinvestir plus rapidement. Donc la durabilité des équipements, ça augmente la valeur d'usage de l'équipement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc nos équipes ont été ravies de ça, parce que ça changeait leur façon de voir les choses. Mais c'est un processus qui est lent, parce que cet apprentissage-là, cette assimilation, c'est assez lent. Et puis on a été encore un petit peu plus loin, puisque on leur a demandé, au regard des objectifs du développement durable, définis par l'ONU, les 17, quels sont ceux que nous servons.
Et puis on leur a demandé aussi quels sont ceux que nous ne servons pas, ou que nous servons peu, mais que nous pourrions mieux servir. Et donc ça a aussi, et donc toute notre stratégie a été aussi faite au regard de ces ODD. Et puis on leur a demandé aussi, eux à titre personnel, quels sont ceux auxquels ils sont le plus attachés. Et ça a permis aussi de définir notre politique de partenariat avec le tissu associatif local. Et donc on a développé des partenariats avec des associations à partir de ces résultats-là. Donc l'association des salariés dans le capital, le fait qu'ils ont la majorité, donc ils savent qu'on ne peut pas changer de modèle sans leur autorisation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être vendus du jour au lendemain, parce que c'est eux ils ont le veto final, il suffit qu'ils soient tous d'accord, ils ont le veto final. Ils ont une appropriation, et qu'au quotidien, avec leurs interlocuteurs, cette conversion qu'on a initiée ici en interne, ils la diffusent progressivement aussi en externe. Alors c'est des petits pas, mais c'est à la fois insignifiant et à la fois énorme comme changement, je trouve. Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, tu as rencontré des limites, finalement, quand tu as mis en œuvre des actions d'économie d'énergie, d'économie de ressources, parce que tu sentais qu'il fallait aller plus loin. Et pour toi, aller plus loin, finalement, ça a été re-questionner le modèle économique, finalement, de l'ensemble de tes activités, avec aussi cette valeur d'utilité et d'usage, en fait, pour chaque partie prenante. Complètement, et sur toutes les activités. Et c'était l'essentiel, en fait. Donc, pour moi, il y avait deux... je me suis bien rendu compte qu'il fallait qu'on marche sur deux pieds. C'est-à-dire qu'à la fois travailler sur la mission ou sur la raison d'être, et à la fois travailler sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avancer si on n'a pas les deux. Si je me serais senti très très mal de demander beaucoup d'implications en ayant tout le capital et en leur déléguant des responsabilités sans déléguer de pouvoir. Je trouve que parfois c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'on donne toutes les responsabilités, on dit vous avez le pouvoir de décider, vous avez surtout le pouvoir de vous planter, mais à un moment donné, quand ils n'ont aucun moyen d'empêcher le dirigeant de changer complètement de vision, complètement de stratégie, et donc se retrouver eux-mêmes dans une impasse. Je pense que cette organisation a permis effectivement de passer un gap qui était celui de comment est-ce que tout le monde se l'approprie. Et donc de bien travailler sur à quoi on sert, quelle est notre utilité sociétale, enfin au sens global. Et de plus en plus, d'ailleurs, je suis persuadé que les entreprises ont une valeur qui n'est pas que économique. Et elles ne doivent pas. Je pense que l'entreprise est un lieu d'éducation populaire. Il se doit de le devenir. Si au siècle dernier, on va dire, les gens pouvaient partir à la retraite avec un savoir très proche de celui qu'ils avaient acquis à l'école, ça n'est plus le cas. Et donc, si on laisse la télévision être le seul moyen d'éducation, bien sûr. Je pense que ça explique beaucoup de problèmes que nous avons en ce moment de compréhension et d'incompréhension entre les gens. L'expérience que j'ai pu faire, où effectivement il y a encore 15 ans, quand je faisais des actions environnementales dans l'entreprise ou de sécurité par rapport aux hommes, j'avais des réponses du style c'est mes yeux, je fais ce que je veux, je porterai les lunettes si je veux, ou des trucs de dire si tu dépenses de l'argent pour cette action, cet investissement pour économiser l'eau, etc., au final, c'est de la prime en moins à la fin de l'année, donc nous, ça ne nous intéresse pas. À une organisation où, quand on donne 5 pour 1000 de notre chiffre d'affaires à nos partenaires associatifs et aux œuvres qu'on défend, tout le monde est là pour la remise d'échecs et il n'y a personne qui dit c'est de la prime en moins, quoi. Enfin, il y a vraiment une conversion du truc. Et je crois que la conversion a été réussie aussi, et je ne l'ai pas évoqué, mais c'est par un lent apprentissage de la confiance. Qui est une grande valeur immatérielle, voilà, dans l'entreprise. Ouais. Et chaque
personne qui détruit cette confiance est un obstacle énorme. Et au fur et à mesure du temps, quand on arrive à générer la spirale positive, les gens qui sont destructeurs naturellement s'en vont. Et une fois que tout le monde a bien compris que c'est un aspirateur et tout le monde s'élève, eh bien, ça change complètement les choses, quoi.